Ses cibles principales, l'entraînement de Luke Stone, tome 1, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Chapitre 1er 16 mars 2005, 14h45, heure afghane, 5h15, heure avancée de l'Est. Base aérienne de Bagram. Province de Parwan, Afghanistan. « Luke, tu n'es pas obligé de faire ça, » dit le colonel Don Morris. Le sergent de première classe Luke Stone se tenait au repos dans le bureau de Don. Le bureau lui-même se trouvait dans un Quonset, amélioré en tôle ondulée, assez près de la nouvelle piste d'atterrissage. La base aérienne était une source constante de bruit. Il y avait des engins de terrassement qui creusaient et qui pavaient. Il y avait des ouvriers du bâtiment qui assemblaient des centaines de cabanes en contreplaqué, qui allaient y remplacer les tentes dans lesquelles les troupes stationnées ici avaient vécu jusque-là. Et, comme si cela ne suffisait pas, il y avait des attaques aux missiles menées de par les talibans à partir des montagnes environnantes et des kamikazes à moto qui se faisaient exploser aux portes du camp. Luke haussa les épaules. Il avait les cheveux trop longs pour un militaire, une barbe de 3 jours et une combinaison de vol sans indication de grade. « Je ne fais que suivre les ordres, monsieur. » Don secoua la tête. Ses cheveux poivre et sel étaient coupés en brosse. Son visage avait l'air d'avoir été sculpté dans le granit, comme son corps entier, d'ailleurs. Ses yeux bleus étaient intenses et enfoncés dans leurs orbites. Seule la couleur de ses cheveux et ses rides indiquaient que Don Morris avait passé plus de 55 ans sur Terre. Don emballait le peu de choses qui se trouvaient sur son bureau dans des boîtes. Un des fondateurs légendaires de la force Delta prenait sa retraite de l'armée des États-Unis. Il avait été choisi pour lancer et gérer une petite agence de renseignement à Washington, D.C., un groupe semi-autonome au sein du FBI. Don disait que c'était une force Delta civile. « Arrête de m'appeler Bedela, monsieur, » dit-il. « Et puis, si tu suis les ordres, aujourd'hui, alors, suis celui-là. Refuse la mission. » Luke sourit. « Je crains que vous ne soyez plus mon commandant. Ces jours-ci, vos ordres n'ont plus grande influence. Monsieur. » Don croisa le regard de Luke et le regarda longuement. « C'est un piège mortel, mon garçon. 2 ans après la chute de Bagdad, les efforts de guerre menés en Irak sont un échec total. Ici, dans ce pays, nous contrôlons le périmètre de cette base, l'aéroport de Kandahar, le centre-ville de Kaboul et pas grand-chose d'autre. Amnesty International, la Croix-Rouge et la presse européenne se plaignent de tous de l'existence de sites noirs et de prisons de torture, notamment ici, à 300 mètres de là où nous sommes. Les huiles veulent seulement qu'on raconte une histoire plus positive. Il leur faut une victoire en lettres majuscules. Quant à Heath, il veut plus d'honneur. Il ne veut jamais rien d'autre. Rien de cela ne vaut la peine de sacrifier sa vie. Le lieutenant-colonel Heath a décidé de mener le raid en personne, dit Luke. On m'en a informé il y a moins d'1 heure. Don laissa retomber ses épaules, puis hocha la tête. « Ça ne me surprend pas, » dit-il. « Tu sais comment nous appelions Heath, le capitaine Achab. S'il a une obsession pour une chose, une baleine ou quoi que ce soit d'autre, il la poursuivra jusqu'au fond de l'océan, et il n'hésitera pas à y entraîner tous ses hommes. » Don s'interrompit. Il poussa un soupir. « Écoute, Jamie Stone, tu n'as rien à prouver, que ce soit à moi ou aux autres. Tu as gagné ton billet de retour. Tu peux refuser cette mission. Dans 2 mois, si tu le veux, tu pourras même quitter l'armée et venir me rejoindre à Washington, D.C. Ça me plairait bien. » Alors, Luke faillit rire. « Don, ici, tout le monde n'est pas d'âge mûr. J'ai 31 ans. Je ne pense pas qu'un costume-cravate et le déjeuner à mon bureau correspondent encore à mon rythme de vie. » Don prit une photographie encadrée dans ses mains. La tenant au-dessus d'une boîte ouverte, il la regarda fixement. Luke connaissait bien cette photo.
C'était un cliché en couleur délavée de 4 jeunes hommes torse nus, des bérettes verts, qui souriaient devant l'objectif avant de partir en mission au Vietnam. Don était le seul de ces hommes à encore être en vie. « Moi non plus, » dit Don. Il regarda Luke à nouveau. « Ne meurs pas là-bas ce soir. »« Je n'en ai pas l'intention. » Don jeta un autre coup d'œil à la photo. « Personne n'en a jamais l'intention, » dit-il. L'espace d'un instant, il regarda par la fenêtre. Les pics enneigés de l'Hindu Kush s'élevaient tout autour d'eux. Il secoua la tête. Sa large poitrine se leva et retomba. « Bon sang, cet endroit va me manquer. »« Messieurs, cette mission est suicidaire, » dit l'homme qui se tenait à l'avant de la salle. « Et c'est pour cela qu'on y envoie des hommes comme nous. » Luke était assis sur une chaise de camp dans la salle de briefing en parpaing gris, et 22 autres hommes étaient assis autour de lui. Ils étaient tous agents de la force Delta, la crème de la crème. Quant à la mission, Luke comprenait qu'elle était difficile, mais pas forcément suicidaire. L'homme qui donnait ce briefing final était le lieutenant-colonel Morgan Heath. En tant que commandant, il était terre à terre et tout feu tout flamme à l'extrême. Il n'avait pas encore 40 ans, et il était clair que, pour lui, la force Delta n'était pas l'aboutissement. Il avait atteint son grade actuel à toute vitesse, et ses ambitions semblaient le mener vers un profil plus élevé. La politique, peut-être un contrat avec un éditeur ou même un passage par la télévision en tant qu'expert militaire. Heath était beau, en très bonne forme physique et d'un enthousiasme sans bornes. Ce n'était pas inhabituel pour un agent de la force Delta. Cependant, il avait aussi tendance à parler beaucoup et, ça, ce n'était pas du tout Delta. Luke l'avait regardé à la télévision une semaine auparavant. Il avait accordé une interview à un journaliste et à un photographe du magazine Rolling Stone et il leur avait présenté les capacités furtives et de navigation avancée de l'hélicoptère MH-53J. Même si ce n'était pas forcément des informations classées secrets, il était vraiment conseillé de ne pas les partager avec tout le monde. Stone avait failli le lui reprocher, mais ne l'avait pas fait. S'il ne l'avait pas fait, ce n'était pas parce que Heath avait un grade supérieur au sien, chose qui ne comptait pas dans la force Delta, ou qui n'aurait pas dû y compter, mais parce qu'il imaginait déjà la réponse de Heath. Vous croyez que les talibans lisent les magazines populaires américains, sergent. Maintenant, la présentation de Heath était le top niveau de la technologie d'il y avait 10 ans. Un PowerPoint sur fond blanc. Un jeune homme à barbe noire et en turban apparut sur l'écran. « Vous connaissez tous votre homme, » dit Heath. Abu Mustafa Faraj al-Jihadi, et c'est né aux alentours de 1970 dans une tribu de nomades de l'est de l'Afghanistan ou dans des régions tribales de l'ouest du Pakistan. Il n'a probablement reçu aucune éducation régulière et sa famille a dû souvent traverser la frontière comme si elle n'avait jamais existé. Il a le sang d'Al-Qaïda dans les veines. Quand les Russes ont envahi l'Afghanistan en 1979, il semble qu'il ait rejoint la résistance en tant qu'enfant soldat, probablement à l'âge de 8 ou 9 ans. Toutes ces années plus tard, après des décennies de guerre ininterrompues, d'une façon ou d'une autre, il est encore en vie. En fait, il est encore en super forme. Nous pensons qu'il a organisé au moins 12 d'attentats terroristes de grande envergure, dont les attentats suicides d'octobre dernier à Mumbai et le bombardement de l'USS Sarasota à Port d'Aden, dans lequel 17 marins américains ont péri. Heath s'interrompit pour ménager ses effets. Il observa tout son public. « Ce gars est une calamité. Si on le capture, ce sera presque aussi formidable que si on tuait Oussama Ben Laden. Vous voulez être des héros, les gars. C'est votre chance. » Heath cliqua sur le bouton qu'il avait en main. L'écran afficha une autre photo. Maintenant, il montrait une image partagée en deux. D'un côté du bord vertical,
on voyait une vue aérienne du camp d'Al-Jihadi, juste à l'extérieur d'un petit village. De l'autre côté, il y avait une restitution 3D de ce qu'on pensait être la maison d'Al-Jihadi. La maison avait 2 étages. Elle y était en pierre et adossée à une colline pentue. Luke savait que le fond de la maison aboutissait peut-être à un réseau de tunnels. Heath se lança dans une description du déroulement prévu de la mission. 2 hélicoptères, portant 12 hommes chacun, se poseraient dans un champ juste à l'extérieur des murs du camp, déchargeraient les hommes, puis redécolleraient et fourniraient donc du support aérien. Les 12 hommes de l'équipe A, celle de Luke et de Heath, ouvriraient une brèche dans les murs, entreraient dans la maison et assassineraient Al-Jihadi. Si possible, ils porteraient bandé le corps sur un brancard et le ramèneraient à la base. Sinon, ils le photographieraient pour l'identifier plus tard. L'équipe B tiendrait les murs et l'approche du camp à partir du village. Alors, les hélicoptères atterriraient à nouveau et exfiltreraient les 2 équipes. Si pour une quelconque raison, les hélicoptères ne pouvaient pas atterrir à nouveau, les 2 équipes se dirigeraient fort vers une vieille base de feu, avancée américaine, abandonnée sur une colline rocailleuse située à moins de 800 mètres à l'extérieur du village. L'extraction aurait lieu à cet endroit, où les équipes détiendraient dans l'ancienne base jusqu'à ce que l'extraction ait les lieux. Luke savait tout ça par cœur, mais il n'aimait pas l'idée de se retrouver dans cette vieille base de feu. « Et si cette base de feu est compromise ?» dit-il. « Compromise comment ?» dit Heath. Luke haussa les épaules. « Je ne sais pas, n'importe comment. Piégée, occupée par des tireurs d'élite talibans, utilisée par des bergers pour garder leurs troupeaux. » Partout dans la salle, quelques gens rirent. « Eh bien, » dit Heath, « nos images satellites les plus récentes indiquent que l'endroit est vide. S'il y a des moutons là-bas, cela fera de quoi dormir confortablement et une bonne réserve de nourriture. Ne vous inquiétez pas, sergent Stone. Cette mission sera d'une précision chirurgicale. On arrive puis on repart. Quand on repartira, ils auront tout juste eu le temps de s'apercevoir qu'on est passé chez eux. Nous n'aurons pas besoin de la vieille base de feu. « Madre de Dios, Stone, » dit Robbie Martinez. « Je la sens mal, cette mission, mec. Regarde cette nuit qu'il fait dehors. Pas de lune, du froid et le vent qui hurle. On va attraper de la poussière, c'est sûr. Ça va être l'enfer cette nuit. Je le sais. Martinez était petit, mince, taillé à la serpe. Il n'avait pas un gramme de graisse sur le corps. Quand il s'entraînait en short et torse nu, il ressemblait à une représentation de l'anatomie humaine, où chaque groupe de muscles était soigneusement délimité. Luke vérifiait et revérifiait son sac et ses armes. « Tu as toujours de mauvais pressentiments, Martinez, » dit Wayne Hendricks, qui était assis à côté de Luke. « À t'entendre, on croirait que tu n'as jamais combattu. » Hendricks était le meilleur copain de Luke dans l'armée. Il était grand et musclé et venait des terres sauvages de la Floride centrale du Nord. Dans son enfance, il avait chassé le sanglier avec son père. Il n'avait plus sa dent de devant droite, qui avait volé quand il s'était bagarré dans un bar de Jacksonville à l'âge de 17 ans et qu'il n'avait jamais fait remplacer. Avec Luke, il n'avait presque aucun point commun, mis à part le football. Luke avait été quarterback de son équipe universitaire. Wayne avait été receveur rapproché. Pourtant, ils s'étaient entendus dès qu'ils avaient fait connaissance dans les 75e Rangers. Ils semblaient de tout faire ensemble. La femme de Wayne était enceinte de 8 mois. La femme de Luke, Rebecca, était enceinte de 7 mois. Wayne allait avoir une fille et avait demandé à Luke d'être son parrain. Luke allait avoir un garçon et avait demandé à Wayne d'être son parrain. Une nuit, alors qu'ils avaient été ivres dans un bar à l'extérieur de Fort Bragg, Luke et Wayne s'étaient ouverts la paume de la main droite avec un couteau dentelé et ils s'étaient serré la main. Frères de sang. Martinez secoua la tête. «
Tu sais où je suis allé, Hendrix. Tu sais ce que j'ai vu. De toute façon, je ne te parlais pas. » Luke jeta un coup d'œil par la porte ouverte de l'hélicoptère. Martinez avait raison. La nuit était froide et venteuse. Une poussière glacée soufflait sur l'héliport pendant que les hélicoptères se préparaient à décoller. Des nuages filaient dans le ciel. Pour voler, la nuit allait être mauvaise. Pourtant, Luke sentait bien la mission. Ils avaient dit ce dont ils avaient besoin pour la réussir. Les hélicoptères Guido étaient Camte des Pavlos MH-53J, les hélicoptères de transport les plus perfectionnés et les plus puissants de l'arsenal des États-Unis. Ils avaient un radar de suivi de terrain de pointe, ce qui signifiait qu'ils pouvaient voler très bas. Ils avaient des capteurs infrarouges qui leur permettaient de voler par mauvais temps, et ils pouvaient monter jusqu'à une vitesse de 275 km/h. Ils étaient blindés, ce qui leur permettait de se protéger contre la quasi-totalité des armes de guerre que l'ennemi risquait d'avoir. Enfin, ils étaient pilotés par le 160e régiment d'aviation pour opérations spéciales de l'armée américaine, nom de code Night Stalkers, les pilotes d'hélicoptères de la force Delta, probablement les meilleurs pilotes d'hélicoptères au monde. Le raid avait été prévu pour une nuit sans clair de lune, de façon à ce que les hélicoptères puissent pénétrer dans le théâtre des opérations en volant près du sol et sans se faire repérer. Les hélicoptères allaient profiter du terrain vallonné et des techniques d'ambier de vol en rase-motte pour atteindre le camp sans apparaître sur les radars ou alerter des ennemis, surtout l'armée et les services secrets pakistanais qui, soupçonnait-on, collaboraient avec les talibans en cachant la cible. Avec des amis comme les Pakistanais, les bâtiments bas de la base aérienne et la plus grosse tour de contrôle aérien formaient une masse concentrée contre le décor, à couper le souffle que formaient les montagnes enneigées. Alors que Luke regardait par la porte de l'hélicoptère, 2 avions de combat décollèrent à 400 mètres, en faisant hurler leurs moteurs de façon presque assourdissante. Un moment plus tard, les avions de combat passèrent dans le mur du son, quelque part à l'horizon. Les décollages étaient bruyants, mais les bangs soniques étaient assourdis par le vent à haute altitude. Le moteur de l'hélicoptère s'éveilla avec un gémissement. Les pôles de rotor commencèrent à tourner, d'abord lentement, puis à une vitesse croissante. Luke jeta un coup d'œil à leur ligne de combattants. 10 hommes en combinaison de pilote et en casque, dont il ne faisait pas partie, étaient mis tous en train de vérifier et revérifier compulsivement leur matériel. Le 12e, le lieutenant-colonel Heath, était penché dans le poste de pilotage à l'avant de l'hélicoptère et il parlait au pilote. « Je te le dis, Stone, » dit Martinez. « Je t'ai entendu quand tu l'as dit, Martinez. La chance, ce n'est pas éternel, mec. Un beau jour, elle s'épuise. Si je ne m'inquiète pas, c'est parce que, pour moi, il ne s'agit pas de chance, dit Wayne, mais de compétence. » Martinez se moqua de lui. « Un gros crétin comme toi, tu as de la chance à chaque fois qu'une balle ne te frappe pas. Tu es le plus gros et le plus lent de nous tous. » Luke réprima un rire et recommença à s'occuper de son matériel. Ses armes comprenaient un fusil d'assaut H4-16 et un MP5 pour le combat rapproché. Les armes crostaient chargées et il avait des chargeurs supplémentaires dans les poches. Il avait une arme de poing SIG P226, 4 grenades, un outil pour couper et percer et des lunettes de vision nocturne. L'appareil de vision de cette unité-là était le GPNVGS-18, beaucoup plus perfectionné et doté d'un bien meilleur champ de vision que les lunettes de vision nocturne standard que l'on donnait aux soldats ordinaires. Il était fin prêt. Luke sentit l'hélicoptère décoller. Il jeta un coup d'œil vers le haut. Il partait. À leur gauche, il vit le second hélicoptère, qui quittait lui aussi son héliport. « Les gars, vous êtes les hommes les plus chanceux qui soient en vie, de mon point de vue, »
dit-il. « Ah bon ?» dit Martinez. « Pourquoi ?» Luc haussa les épaules et sourit. « Vous voyagez avec moi. » L'hélicoptère volait bas et vite. Les collines rocailleuses défilaient, sous eux, à peut-être 60 mètres, presque assez près pour qu'on puisse les toucher. Luc regardait le noir d'encre par le hublot. Il supposait qu'il se déplaçait à plus de 160 km à l'heure. La nuit était des noirs, et il volait ni sans feu. Dehors, Luc ne voyait là même pas le second hélicoptère. Il cligna des yeux et vit en fait Rebecca. Elle était belle. Ce n'étaient pas tant les détails physiques de son visage et de son corps, qui étaient effectivement ravissants, mais son essence. Au cours des années qu'ils avaient jamais passées ensemble, il avait fini par voir au-delà de la dimension physique. Cependant, le temps passait très vite. La dernière fois qu'il l'avait vue, quand était-ce, il y a 2 mois, sa grossesse avait juste commencé à se faire visible. « Il faut que je revienne là-bas. » Luc jeta un coup d'œil vers le bas. Son MP5 était sur ses genoux. Une fraction de seconde, l'arme lui sembla presque vivante, comme si elle pouvait soudain décider de commencer à tirer par elle-même. Que faisait-il avec cette chose? Il allait avoir un enfant. « Messieurs !» cria une voix. Luc faillit sursauter. Il leva les yeux et vit que Heath se tenait devant le groupe. « Nous approchons de la cible. Nous devrions l'atteindre dans environ 10 minutes. Je viens de recevoir un rapport de la base. Les vents violents ont soulevé beaucoup de poussière. Nous allons bientôt nous poser entre ici et la cible. »« Génial !» dit Martinez, qui regarda Luc d'un air entendu. « Qu'est-ce que vous entendez par là, Martinez ?» dit Heath. « J'adore le mauvais temps, monsieur, » s'écria Martinez. « Ah bon ?» dit Heath. « Pourquoi ? Ça fait monter la tension à 12 et ça rend la vie plus excitante. » Heath hocha la tête. « Bien vu. Vous voulez de l'excitation ? On dirait que nous allons atterrir dans des conditions 0-0. » Luc n'aimait pas cette idée. 0-0 signifiait aucun plafond nuageux et aucune visibilité. Les pilotes allaient voilà devoir laisser le système de navigation de l'hélicoptère reconnaître le terrain à leur place. C'était OK. Le pire, c'était la poussière. Ici, en Afghanistan, elle était si fine qu'elle coulait presque comme de l'eau. Elle pouvait entrer par les fentes les plus petites. Elle pouvait entrer dans les caisses de matériel et dans les armes. Les dénuages de poussière pouvaient provoquer des chutes de tension électrique et dissimuler complètement tous les obstacles hostiles qui les attendaient peut-être dans la zone d'atterrissage. Les 10 tempêtes de poussière étaient le cauchemar de tous les soldats aéroportés d'Afghanistan. Comme pour confirmer les craintes de Luc, l'hélicoptère trembla sous l'assaut d'une rafale latérale, et soudain, ils se retrouvèrent dans la tempête de poussière. Le son à l'extérieur de l'hélicoptère changea. Il y avait un moment de cela, on n'avait entendu que le fort vrombissement des rotors et le rugissement du vent. Maintenant, le son de la poussière qui, crachée par le vent, heurtait l'extérieur de l'hélicoptère, faisait de la concurrence aux 2 autres sons et évoquait presque de la pluie. « Signalez la poussière !» cria Heath. Les hommes se placèrent aux hublots et regardèrent à l'extérieur, où ils virent un nuage en ébullition. « Poussière à la roulette de queue !» cria quelqu'un. « Poussière à la porte de chargement !» dit Martinez. « Poussière au train d'atterrissage. Poussière à la porte du poste de pilotage. » En quelques secondes, l'hélicoptère fut englouti. Heath répétait chaque appel dans son casque. À présent, il volait à l'aveuglette et l'hélicoptère traversait un ciel épais et sombre. Luc regardait fixement le sable qui heurtait les hublots. Il était difficile de croire qu'il volait encore. Heath mit une main à son casque. « Pirate 2, Pirate 2. Oui, je vous reçois. Continuez, Pirate 2. » Heath avait le contact radio avec tous les intervenants de la mission dans son casque. Apparemment, le second hélicoptère l'appelait pour lui parler de la tempête. Il l'écouta. « Négatif,
On ne retourne pas à la base, Pirate 2. Continuez comme prévu. Martinez croisa à nouveau le regard avec Luke. Il secoua la tête. L'hélicoptère rua et se balança. Luke regarda la ligne des hommes. C'étaient ni des combattants endurcis, mais aucun d'eux ne semblait avoir envie de continuer cette mission. « Négatif, on ne se pose pas, Pirate 2. Nous avons besoin de vous pour cette... » Heath s'arrêta et écouta à nouveau. « SOS, déjà ?» Il attendit. Maintenant, il regardait Luke. Ses yeux étaient wan et plissés et son regard dur. Il n'avait pas l'air d'avoir peur. Il avait l'air contrarié. « Je les ai perdus. Ils sont censés nous soutenir. Les gars, est-ce que vous les voyez dehors ?» Martinez regarda par le hublot. Il grogna. Ce n'était même plus vraiment la nuit. Dehors, on ne voyait que de la poussière marron. « Pirate 2, Pirate 2, m'entendez-vous » dit Heath. Il attendit un moment. « Répondez, Pirate 2, Pirate 2, Pirate 2. » Heath s'interrompit puis écouta. « Pirate 2, rapport de situation. Rapport. » Il secoua la tête et regarda Luke à nouveau. Ils se sont écrasés. Il écouta à nouveau. Il n'y a que des blessures légères. L'hélicoptère ne fonctionne plus. Les moteurs sont hors service. Soudain, Heath frappa la paroi près de sa tête. « Merde !» Il envoya un regard noir à Luke. Les salauds, les lâches. Ils se sont défilés, je le sais. Juste au moment où leurs appareils tombent en panne, ils se perdent dans la tempête et ils s'écrasent à 10 km d'un bivouac de la 10e division des montagnes. Comme c'est commode, ils vont y aller à pied. Il s'interrompit. Un souffle lui échappa. C'est incroyable, non? Je n'aurais jamais cru qu'une unité de la force Delta bousillerait une mission. Luke le regarda. Pirate 2 aurait donc disparu, se serait caché, aurait quitté le théâtre des opérations. Heath soupçonnait que Pirate 2 avait quitté l'opération de son plein gré. C'était peut-être vrai, peut-être faux, mais c'était peut-être aussi la meilleure chose à faire. « Monsieur, je pense que nous devrions faire demi-tour, » dit Luke, « ou alors atterrir. Nous n'avons plus d'unité de soutien et je ne crois pas avoir jamais vu une tempête. » Heath secoua la tête. « Négatif, Stone. Nous continuons avec moins de troupes. Une équipe de 6 hommes attaque la maison. Une équipe de 6 hommes surveille les approches par le village. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, comment cet hélicoptère va-t-il faire pour atterrir et pour redécoller? » « On n'atterrit pas, » dit Heath. « On descend en rappel, puis l'hélicoptère pourra prendre de l'altitude jusqu'à ce qu'il trouve le sommet de cette tempête, où qu'il soit. L'hélicoptère pourra revenir quand nous aurons capturé la cible. »« Morgan !» commença Luke. S'adresser à un officier supérieur en utilisant son prénom était une convention qui n'était acceptée qu'à de rares endroits, dont la force Delta. Heath secoua la tête. « Non, Stone, je veux Al-Jihadi, et je vais l'avoir. Cette tempête redouble l'effet de surprise, car ils ne s'attendront jamais à ce que nous arrivions du ciel par une nuit comme celle-là. Croyez-moi, nous serons des légendes après ça. » Il s'interrompit et regarda Stone dans le blanc des yeux. « Nous devrions arriver dans les 5 minutes. Assurez-vous que vos hommes soient prêts, sergent. »« Ok, ok !» cria Luke par-dessus le rugissement des moteurs, des rotors de l'hélicoptère et du sable qui s'abattait contre les hublots. « Écoutez !» Les 2 lignes d'hommes le regardaient fixement, en combinaison de pilote et avec leurs casques, armes prêtes. Heath le regardait du fond de l'appareil. C'étaient les hommes de Luke, et Heath le savait. Sans le leadership et la coopération de Luke, Heath risquerait de se retrouver rapidement confronté à une mutinerie. Pendant une fraction de seconde, Luke se souvint de ce que Don avait dit. Nous l'appelions le capitaine Achab. Le plan de la mission a changé. Pirate 2 est complètement foutu. Nous continuons avec le plan B. Martinez, Hendricks, Collet, Simmons. Vous êtes avec moi et le lieutenant-colonel Heath. Nous sommes de l'équipe A. On entre dans la maison, on élimine tous les ennemis, on capture la cible et on termine la mission.
Nous allons agir très vite, en mode action. Compris? Martinez ne put s'empêcher de protester, comme toujours. Stone, comment comptes-tu mener cet assaut avec 12 hommes? Il en faut 24. Luke le regarda fixement. J'ai dit, compris? Divers grognements indiquèrent que les soldats avaient se compris. Personne ne doit nous résister, dit Luke. Si quelqu'un tire, si quelqu'un montre qu'il a une arme, il est hors jeu. Compris? Il jeta un coup d'œil au travers des hublots. L'hélicoptère se battait contre une foutue tempête marron et avançait vite, mais beaucoup moins qu'il ne l'aurait pu. La visibilité extérieure était nulle, sinon pire que nulle. L'hélicoptère trembla et fit une embardée comme pour confirmer que tel était bien le cas. « Compris », dirent les hommes qui se tenaient autour de lui. « On a compris. » Packard, Hastings, Morrison, Dobbs, Murphy, Bailey, vous êtes l'équipe B. L'équipe B, vous allez nous soutenir et nous couvrir. Quand nous atterrirons, 2 d'entre vous défendront le lieu d'atterrissage et 2 défendront le périmètre proche des portes du camp. Quand nous entrerons, 2 avanceront et défendront l'avant de la maison. Vous serez aussi les derniers hommes à sortir. Ayez l'œil et regardez partout. Personne ne s'attaque à nous. Éliminez toute résistance, réelle comme éventuelle. Cet endroit va forcément être plus chaud que l'enfer. Votre boulot, c'est de le refroidir. Il les regarda tous. C'est clair? Un chœur de voix lui répondit, chacun de profondeur et de timbre différents. Clair, clair, clair. Luke s'accroupit sur un banc bas dans la soute des soldats. Il sentait un mélange familier de peur, d'adrénaline et d'excitation. Il avait avalé une dexédrine juste après le décollage et elle commençait à faire effet. Soudain, il se sentait plus vif et plus alerte qu'avant. Il connaissait les effets de ce médicament. Son rythme cardiaque montait. Ses pupilles se dilataient, laissant entrer plus de lumière, ce qui lui permettait de mieux y voir. Son ouïe était plus fine. Il avait plus d'énergie, plus d'endurance, et il pouvait rester éveillé longtemps. Assis en avant sur leur banc, les hommes de Luke ne le quitteront pas des yeux. Ses pensées allaient miner trop vite pour qu'il puisse les formuler. « Les enfants, dit-il, surveillez-les. Nous savons qu'il y a des femmes et des enfants dans le camp, et que certains d'entre eux appartiennent à la famille de la cible. Nous ne tirerons pas sur les femmes et les enfants cette nuit. Compris? » Des voix résignées répondirent. « On a compris. Compris. » C'était inévitable lors de ces missions. La cible vivait toujours entourée de femmes et d'enfants. Les missions avaient toujours lieu la nuit. Il y avait toujours de la confusion. Les enfants avaient tendance à faire des choses imprévisibles. Luke avait vu des hommes hésiter à tuer des enfants puis payer le prix de leur hésitation quand les enfants en question s'avéraient être des soldats qui, eux, n'hésitaient pas à les tuer. Pour rendre les choses encore pires, leurs compagnons tuaient donc les enfants soldats juste après, 10 secondes trop tard. À la guerre, les gens mouraient quand. Ils mouraient brusquement, et souvent pour les raisons les plus absurdes qui soient, comme quand ils refusaient de tuer les enfants, qui mouraient 1 minute plus tard de toute façon. Cela dit, ne mourrez pas là-bas cette nuit, et ne laissez pas mourir vos frères. L'hélicoptère continuait à avancer comme il le pouvait dans l'obscurité qui crachait et hurlait. Le corps de Luke se balançait et rebondissait avec l'hélicoptère. Dehors, il y avait de la poussière et du sable qui volaient tout autour d'eux. Ils n'allaient pas tarder à sortir, maintenant. Si nous surprenons ces gars en plein sommeil, ça nous facilitera peut-être la tâche. Ils ne nous attendent pas cette nuit, c'est certain. Je veux qu'on arrive, qu'on capture la cible en 10 minutes et qu'on remonte dans l'hélicoptère dans les 15 minutes. L'hélicoptère secoua et rua. Il avait du mal à rester en l'air. Luke s'interrompit et inspira. « N'hésitez pas, prenez l'initiative et gardez-la. Bousculez-les constamment. Faites-leur peur. Faites ce qui vous vient naturellement en tête. » Il leur disait ça juste après leur avoir dit de se méfier des enfants. Il leur envoyait des messages contradictoires.
Il le savait. Il aurait fallu qu'il reste logique. Mais c'était dur avec une nuit sombre, une tempête de poussière démente, un hélicoptère qui tombait en panne avant même que la mission ait commencé et un commandant qui refusait de faire demi-tour. Une pensée lui traversa la tête à la vitesse de l'éclair, si vite qu'il faillit ne pas la reconnaître. Annule cette mission. Il regarda les 2 lignes d'hommes. Ils le regardèrent. L'enthousiasme que ces gens-là manifestaient en temps normal manquait terriblement à l'appel. 2 soldats jetèrent un coup d'œil par les hublots. Un jet continu de sable aspergeait l'hélicoptère. C'était comme si l'hélicoptère était un sous-marin sous l'eau, sauf que l'eau avait été remplacée par de la poussière. Luke pouvait annuler la mission. Il pouvait choisir de ne pas obéir à Heath. Ses hommes lui obéiraient plutôt qu'à Heath, car c'étaient ses hommes, pas ceux de Heath. Ils en souffriraient terriblement, bien sûr. Heath s'en prendrait à lui. Don essaierait de protéger Luke. Mais Don serait un civil. On les accuserait d'insubordination dans le meilleur des cas et de mutinerie dans le pire des cas. La cour martiale serait quasiment inévitable. Luke connaissait les précédents. Un ordre dément et suicidaire n'était pas forcément illégal. Luke perdrait le procès à la cour martiale, quel qu'il soit. Il fixait encore les hommes du regard. Ils le fixaient encore, eux aussi. Ils le voyaient dans leurs yeux, ou du moins pensaient le voir. Annuler la mission. Luke se débarrassa de cette idée. Il regarda Wayne. Wayne leva les sourcils et haussa légèrement les épaules. « À toi de décider. »« Allez, les gars, » dit Luke, « frappez dur et vite, cette nuit. On ne perd pas de temps. On entre, on fait notre boulot, et on revient. Croyez-moi, ça va passer comme une lettre à la poste. » Chapitre 2. 22h01, heure afghane. 13h01, heure avancée de l'Est. Près de la frontière pakistanaise, dans le district de Kamdesh, dans la province du Nouristan, en Afghanistan. « Go !» cria Luke. « Go! Go! Go !» 2 cordes épaisses descendaient bêtées de la porte de l'hélicoptère. Les hommes descendaient boulés par ces cordes, puis disparaissaient dans les tourbillons de poussière. Ils auraient bien pu être à 300 mètres d'altitude ou à 3 mètres au-dessus de la cour de récré. Le vent hurlait. Un sable et une poussière mordant s'insinuaient partout. Luke avait le visage couvert par un masque à respirateur. Lui et Heath furent mis les derniers à sortir par la porte. Heath portait un masque similaire. Il ressemblait à 2 survivants d'une guerre nucléaire. Heath regarda Luke. Sa bouche bougeait sous son masque. « Nous allons devenir des légendes, Stone !» Luke appuya sur le bouton start vert de son chronomètre. Il allait falloir se presser. Il jeta un coup d'œil sous lui. Il ne voyait rien, que ce soit là-dessous ou ailleurs. Il fallait vraiment avoir la foi. Il franchit le bord et tomba dans l'obscurité lugubre. 2 secondes plus tard, peut-être 3, il heurta violemment le sol. L'atterrissage envoya une onde de choc dans ses jambes. Il lâcha la corde et regarda autour de lui, essayant de prendre ses repères. Heath atterrit 1 seconde plus tard. Des hommes de masqués apparurent dans l'obscurité. Martinez, Hendricks. Hendricks montra derrière lui. « Le mur est là !» Quelque chose de grand se profilait là-bas. Ok, c'était le mur du camp. 2 feux ternes brillaient au-dessus. Hendricks disait quelque chose, mais Luke ne l'entendait pas. Quoi? Ils savent? Ils savent? Qui? Que savent-ils? Au-dessus de leur tête, le son des moteurs de l'hélicoptère changea quand l'appareil se mit à s'élever. Soudain, une lumière éclatante brilla par-dessus le mur. Quelque chose passa tout près, à toute vitesse, avec une sorte de cri. Un mortier. « On nous tire dessus !» cria Luke. « On nous tire dessus !» Tout autour de lui, de vagues ombres se jetèrent au sol. 2 autres lumières éclatantes apparurent, puis une autre, et encore une autre. Comment ont-ils su?
Dans la sombre obscurité du ciel, quelque chose explosa et apparut orange et rouge pâle. Dans la tempête de sable, l'explosion faisait penser au craquement d'un orage lointain. L'hélicoptère. Il avait été frappé. De sa position privilégiée sur le sol, Luke le regarda tourner dans le ciel en laissant une traînée orange sur le fond noir. Il fit une boucle vers la droite et tournoya. Ses moteurs hurlaient, et Luke pensa entendre le son de ses pales. Whomp, 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 whomp. Il semblait se déplacer au ralenti, de côté et vers le bas. Illuminant la nuit comme une balle traçante, il passa au-dessus du mur, en pierre du camp. Boum! Il explosa de l'autre côté du mur, dans le camp. Une boule de feu s'éleva à 2 ou 3 étages de hauteur. Pendant un instant, Luke imagina que tout était fini. L'hélicoptère était abattu, les pilotes morts, l'hélicoptère de soutien en panne. Ils étaient bien piégés, ici, et les talibans semblaient avoir su qu'ils venaient. Cependant, cet hélicoptère venait d'exploser dans le camp, comme une bombe, ce qui pouvait leur donner l'initiative. Plusieurs hommes de masqués se trouvaient aux alentours. Martinez, Hendricks, Collet, Simmons, son équipe. Heath devait être aux alentours, lui aussi. « Debout !» cria Luke. « Debout ! En avant !» Il se releva d'un bond en entraînant l'homme le plus proche de lui. En un instant, ils furent tous debout et se mirent à courir. Ils étaient une douzaine et ils avançaient battaient vite. La vision nocturne était inutile. Les lumières étaient bien inutiles et attireraient dans des couteaux de feu. Les hommes brûlés couraient dans une obscurité totale et tourbillonnante. En 10 secondes, ils atteignirent le mur. Luke devina qu'il fallait aller à gauche et se dirigea vers là en frôlant la pierre. En quelques secondes, il arriva à l'ouverture. Il y avait l'hélicoptère, une apocalypse. Quelques silhouettes couraient dans la lumière diffusée par les flammes et extrayaient des blessés du feu. Luke n'hésita pas. Il passa l'ouverture au pas de course, le MP5 maintenant sorti. Il tira avec son arme, envoya une rafale automatique. Maintenant, les silhouettes fuyaient, repartaient vers une autre ombre imprécise dont les feux se dessinaient dans le chaos. La maison. Ces hommes couraient avec lui. Devant, les silhouettes des hommes qui battaient en retraite, remontaient à toute vitesse les marches du petit escalier qui menait à la maison de pierre. Luke monta les marches 4 à 4 derrière eux. 2 hommes se trouvaient face à l'embrasure de la porte. Ils enlevèrent comme des armes automatiques de leurs épaules. Ils portaient les longues de barbe et les turbans des talibans. Pop, 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 pop. Luke tira sans réfléchir. Les 2 hommes me tombèrent pour moi. Soudain, il y eut une explosion derrière lui. Il jeta un coup d'œil vers l'arrière, mais il était impossible de voir ce qui se passait. Il entra dans la maison. Un instant plus tard, 4 autres hommes apparurent à côté de lui, son équipe A. Ils prirent des positions de tir dans le hall de pierre, tournés vers le reste de la maison. Ils enlevèrent simultanément leurs masques d'eau à respirateur, presque comme s'ils étaient une seule personne. Martinez alla trouver les talibans abattus et tira dans la tête de chacun d'eux. Il n'en toucha aucun. « Mort !» dit-il. L'endroit était plus calme. « Chef de l'équipe B », dit Luke dans le micro de son casque. « Statue ?» Heath arriva de l'obscurité et entra dans la maison en courant. « Chef de l'équipe B. »« Nous tenons la porte de devant », dit une voix dans le casque de Luke. C'était Murphy. Son accent du Bronx était caractéristique. « Stone, c'est louche. C'était une embuscade. Il nous attendait. Tenez la porte, Murph. Nous sortirons dans quelques minutes. Tu devrais te dépêcher, mec. Quelqu'un savait que nous venions. Bientôt, il va en arriver d'autres, et je ne vois pas à 3 mètres devant mon nez. » L'équipe de Luke était déjà entrée plus loin dans la maison. La chaleur la suivait. « Attendez, nous entrons. »« Dépêchez-vous, » dit la voix de Murphy. « Je ne sais pas si nous serons encore ici. »« Murphy,
tenez cette porte, nous arrivons bientôt. » « Bien, » dit Murphy. Luke se tourna vers le couloir assombri. Un autre homme apparut, un grand homme dans une robe blanche. Il réussit à atteindre la gâchette de son arme, mais il tira frénétiquement. Luke s'agenouilla et visa l'homme. Pop! Un cercle rouge foncé apparut sur sa poitrine. Il eut l'air surpris, puis tomba mollement au sol. Alors, Luke s'enfonça dans les halls sombres en écoutant les bruits qui venaient de devant. Il n'eut pas besoin d'écouter longtemps. Bang! Une grenade incapacitante explosa, puis une autre. Bang! Il y avait des cris et des coups de feu à l'avant. Luke s'en rapprocha lentement en frôlant furtivement le mur. Maintenant, il y avait des bruits d'eau derrière lui, à l'air libre, des rafales d'armes automatiques et des explosions. Luke consulta son chronomètre. Ils étaient au sol depuis moins de 4 minutes et la mission entière était déjà foutue. « Stone !» C'était à nouveau la voix de Murphy. « Problème, il y a des barbares aux portes. Je répète, les portes de devant sont attaquées. Des personnes hostiles convergent vers nous. Nous avons des hommes à terre. Hastings est à terre. Bailey est à terre. Nous nous retranchons vers la maison. Non, négatif. Équipe B, tenez ces portes. »« Il n'y a rien à tenir, » dit Murphy. « Ils les défoncent. Ils ont une arme anti-tank dehors. »« Tenez quand même, c'est notre seule sortie de ce lieu. »« Merde, Stone! Murphy, tenez ces portes. » Luke s'enfonça plus loin dans la maison. Il y avait des cris juste devant lui. En courant, il passa une porte, le seuil, et tomba sur une scène de chaos complet. Il y avait au moins 15 gens dans une grande pièce à l'arrière. Le sol était couvert de tapis épais qui se recouvraient là les uns les autres. Les murs étaient découverts de tapis, des tapis décorés et richement colorés qui représentaient de vastes paysages, des déserts, des montagnes, des jungles, des chutes d'eau. Simmons était mort. Il gisait sur le dos, le corps étendu, les yeux ouverts et fixe. Son casque était tombé et, au-dessus des yeux, un morceau de sa tête avait disparu. 2 femmes au stable étaient mortes elles aussi. Un petit enfant, un garçon, étaient morts. 3 hommes, en robe et en turban, étaient morts. C'était un massacre. Il y avait des armes et du sang partout sur le sol. Tout au fond, près d'une porte fermée, une masse de gens se tenait. Une foule d'hommes en robe et en turban tenaient des enfants devant eux et pointaient des fusils. Derrière les hommes, un autre homme se tapissait et il était si bien caché que Luke le voyait à peine. Il devait être la cible. Tout autour de la salle, les membres de l'équipe de Luke étaient accroupis ou agenouillés, immobiles comme des statues, les armes pointées sur le groupe, cherchant un angle de tir. Le lieutenant-colonel Heath se tenait au centre de la salle, son MP5 pointé sur la foule. « Ok, » dit Luke, « c'est ok. Personne ne... »« Laissez tomber ses armes !» cria Heath en anglais. Il avait le regard fou. Il ne pensait qu'à une seule chose, capturer sa baleine. « Heath !» dit Luke. « Détendez-vous, il y a des enfants. Nous pouvons... » « Je vois les enfants, Stone. Dans ce cas... » Heath tira une rafale complète de son arme automatique. Immédiatement, Luke se plaqua au sol et l'on tira dans toutes les directions. Il se couvrit la tête, se roula en boule et se retourna vers l'action. Les tirs en tir durèrent plusieurs secondes. Même après leur arrêt, il y en eut quelques autres séparés de quelques secondes, comme l'éclatement des derniers grains d'une dose de pop-corn. Quand les tirs s'arrêtèrent vraiment, Luke releva la tête. Les gens qui s'étaient tenus près de la porte fermée gisaient à terre en se contorsionnant. Heath était à terre. Luke ne s'en souciait pas. Heath était la cause de ce cauchemar. Un autre des hommes de Luke était à terre, dans le coin. Mon Dieu, quel chaos! 3 hommes à terre, un nombre inconnu de civils morts. Luke se redressa. 2 autres hommes se relevèrent en même temps. L'un d'eux était Martinez, l'autre était Collet.
Martinez et Collet se déplacèrent vers le tas de gens qui se trouvaient au fond, en bougeant lentement, les armes encore pointées sur eux. Luke jeta un coup d'œil dans la salle. Il y avait des cadavres partout. Simmons était mort. Heath, un grand trou avait pris la place de son visage. Il n'avait plus de visage. Luke ne ressentit rien. C'était la mission de Heath. Elle s'était déroulée aussi mal que possible. Maintenant, Heath était mort. Et un autre homme était à terre. Cela ressemblait à un problème mathématique compliqué, mais en fait, c'était une soustraction simple que n'importe qui pouvait effectuer. L'esprit de Luke ne fonctionnait pas correctement. Il le reconnaissait. 6 hommes boursanges étaient y entrés ici. Heath et Simmons étaient morts. Martinez, Collet et Stone étaient encore dans le jeu. Cela signifiait que le dernier homme à terre ne pouvait être que... Luke se précipita vers l'homme. Oui, c'était lui. C'était Hendrix, Wayne. Wayne. Il bougeait encore. Luke s'agenouilla à côté de lui et lui retira son casque. Wayne remuait lentement les bras et les jambes, presque comme s'il nageait sur place. « Wayne! Wayne! Où es-tu blessé ?» Wayne bougea les yeux et trouva Luke. Il secoua la tête. Il commença à pleurer. Il respirait lourdement, haletant presque. « Oh putain !» dit Wayne. « Wayne, parle-moi !» Fiévreusement, Luke commença à défaire le gilet pare-balles de Wayne. « Docteur !» cria-t-il. « Docteur !» Un instant plus tard, Collet arriva et s'agenouilla derrière lui. « Le docteur, c'était Simpson. Je suis le docteur de secours. » Wayne avait été frappé à la poitrine. D'une façon ou d'une autre, de la mitraille avait été passée sous son gilet pare-balles. Luke le fouilla. Il était aussi touché en haut de la jambe. C'était pire que la blessure à la poitrine, de loin. Son pantalon était saturé de sang. Son artère fémorale devait être touchée. Luke trouva sa main dégoulinante de sang. Il y avait du sang partout. Il y en avait une mare sous le corps de Wayne. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. « Dis à Katie, » dit Wayne. « Tais-toi, » dit Luke. « Tu vas le lui dire toi-même. » La voix de Wayne était à peine plus forte qu'un murmure. « Dis-lui » Wayne sembla regarder quelque chose de lointain. Il regarda, puis marqua un temps d'arrêt, comme si ce qu'il voyait l'avait rendu perplexe. Un instant plus tard, ses yeux s'immobilisèrent. Il regardait fixement Luke. Il était bouche bée. Il n'y avait plus personne. « Oh mon Dieu, Wayne, non !» Luke regarda Collet. C'était comme s'il voyait Collet pour la première fois. Collet avait l'air jeune, à peine assez âgé pour se raser. C'était impossible, bien sûr. L'homme était dans la force Delta. Il était entraîné à tuer. C'était un pro accompli. Pourtant, son cou avait l'air à peu près aussi épais que l'avant-bras de Luke. Il semblait flotter dans ses vêtements. « Vérifie son état, » dit Luke. Pourtant, il savait déjà ce que Collet dirait. Il s'assit en tailleur et resta dans cette position longtemps. Un jour, pendant la Ranger School, ils avaient eu un jour de congé. Un groupe d'hommes à Beecher avait organisé une partie de football entre amis. C'était par une chaude journée et les t-shirts affrontaient dans les torses nus. La plupart du temps, Luke avait envoyé des passes foudroyantes à ce péquenot grand et musclé, au langage vert et dépourvu d'une de ses dents de devant. Wayne. « Il est mort, » dit Collet. Juste comme ça, Wayne était mort, le frère de sang de Luke, le parrain du fils encore à naître de Luke. Luke laissa échapper un long soupir, impuissant. Luke savait que c'était la guerre. Une seconde, votre ami, ou votre sœur, ou votre femme, ou votre enfant était en vie. La seconde d'après, ils étaient minces et morts. Il était impossible de faire reculer cette pendule, même pas d'une seconde. Wayne était mort. Ils étaient zombés loin de chez eux, et cette nuit ne faisait que commencer. « Stone, » dit Martinez. Luke se releva. Martinez se tenait à côté de la pile des cadavres de ceux qui avaient protégé la cible. Ils semblaient tous être morts, tous sauf un.
l'homme qui s'était tenu à l'arrière. Il était grand, encore jeune, avec une longue barbe noire, légèrement mouchetée de gris. Il gisait parmi les morts, criblé de balles, mais en vie. Martinez pointa un pistolet sur lui. « Comment il s'appelle, celui-là? C'est celui qu'on cherche ?» « Abu Mustapha Faraj al-Jihadi » dit Luke. Ce n'était pas vraiment une question, ce n'était qu'une suite de syllabes. L'homme hocha la tête. Il ne dit rien. Il semblait souffrir. Luke sortit un petit appareil photo numérique de son gilet pare-balles. L'appareil photo était protégé par du caoutchouc dur. Même si on le faisait tomber par terre, il ne se brisait pas. Luke le tripota une seconde, puis prit quelques clichés de l'homme. Il vérifia les images avant d'éteindre l'appareil photo. Elles étaient d'audience correctes, pas exactement de qualité professionnelle, mais Luke ne travaillait pas pour le National Geographic. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une preuve. Il regarda le chef terroriste. « Je l'ai, » dit Luke. « Merci pour la photo. » Bang! Martinez tira une fois et la tête de l'homme explosa. « Mission accomplie !» dit Martinez. Il secoua la tête et s'éloigna. La radio de Luke grésilla. « Stone, où es-tu? »« Murphy, quelle est la situation ?» La voix de Murphy arrivait irrégulièrement. « C'est un bain de sang, ici. J'ai perdu 3 hommes, mais nous nous sommes appropriés une de leurs grosses armes, et nous avons percé une brèche. Si nous voulons sortir d'ici, il faut y aller maintenant. On sera là dans 1 minute. Si vous voulez survivre, dit Murphy, arrivez plus vite que ça. » 6 hommes d'une traversée dans le village en courant. Après tous ces combats, l'endroit ressemblait à une ville fantôme. À tout moment, Luke s'attendait à voir des coups d'artefeu ou des fusées émerger des maisons minuscules avec un bruit aigu. Mais rien de la sorte ne se produisit. Il semblait qu'il n'y ait plus personne en ce lieu. À l'endroit d'où ils étaient venus, on voyait de la fumée. Les murs du camp étaient détruits. L'hélicoptère brûlait encore, et ses flammes crépitaient dans le silence troublant. Luke entendait la respiration lourde des autres hommes qui montaient la pente au pas de course avec du matériel et des armes. En 10 minutes, ils arrivèrent à la vieille base d'opération avancée, située à l'extérieur du village, sur le flanc de la colline rocailleuse. À la grande surprise de Luke, l'endroit était OK. Il n'y avait pas de provisions entreposées, ici bien sûr, mais les sacs de sable étaient encore en place, et l'endroit donnait une vue dominante sur les environs. Luke voyait les maisons en feu et l'hélicoptère qui brûlait. « Martinez, vois si tu peux contacter Bagram par radio. Il nous faut une extraction. On ne peut plus se cacher. Dis-leur d'envoyer une force conséquente. Il faut qu'on rentre dans ce camp et qu'on en exfiltre nos hommes. » Martinez hocha la tête. « Je te l'ai dit, mec, tout le monde finit par être à court de chance. »« Ne me dis rien, Martinez. Sors-nous plutôt d'ici, ok ?»« D'accord, Stone. » C'était une nuit sombre. La tempête de sable était passée. Ils avaient encore des armes. Le long du rempart protégé par les sacs de sable, ces hommes de charger leurs munitions et vérifiaient de leur matériel. Il n'était pas impossible de... « Murphy, envoie une fusée éclairante, » dit-il. « Je veux regarder ce que nous allons devoir affronter. »« Ça va révéler notre position, » dit Murphy. « Je pense qu'ils savent probablement où nous sommes, » dit Luke. Murphy haussa les épaules et envoya une fusée éclairante dans la nuit. La fusée traversa lentement le ciel en jetant des ombres étranges sur le terrain rocailleux du dessous. Le sol avait presque l'air de bouillir. Luke regarda intensément la scène, en essayant de comprendre ce qu'il voyait. Il y avait tant d'activités là-bas qu'on aurait dit une fourmilière ou une colonie de rats. C'étaient des hommes. Des centaines d'hommes se déplaçaient et positionnaient dans leur matériel et leurs armes avec méthode. « J'imagine que tu as des raisons, » dit Murphy. « Ils savent donc que nous sommes ici. » Luke regarda Martinez. « Martinez, quel est le statut sur l'extraction ?
Martinez secoua la tête. Ils disent qu'on est que c'est impossible. Entre la base et ici, il n'y a que des saloperies de tempêtes de sable et aucune visibilité. Ils ne peuvent guite même pas faire décoller les hélicoptères. Ils disent qu'il faut qu'on tienne jusqu'au matin. Le vent devrait se calmer après l'aube. Luc le regardait fixement. Il faut qu'il fasse mieux. Mieux que ça. Martinez haussa les épaules. Ils ne peuvent pas. Si les hélicoptères ne décollent pas, les hélicoptères ne décollent pas. J'aurais bien aimé que ces tempêtes se déchaînent avant notre départ. Luc regardait fixement la masse de talibans qui s'agitaient sous eux à flanc de colline. Il se retourna vers Martinez. Martinez ouvrit la bouche comme pour parler. Luc le montra du doigt. « Ne le dis pas, prépare-toi seulement à te battre. »« Je suis toujours prêt à me battre, » dit Martinez. Les coups d'ex-feu commencèrent quelques moments plus tard. Martinez hurlait. « Ils arrivent donc de tous les côtés !» Il avait les yeux écarquillés. Ses armes ne fonctionnaient plus. Il avait pris un AK-47 à un taliban et il tuait tous ceux qui franchissaient le mur à la baïonnette. Luc le regardait avec horreur. Martinez était une île, un petit bateau dans une mer de combattants talibans. Il cédait sous le nombre. Alors, il disparut sous un tas de combattants. Ils essayaient donc juste de survivre jusqu'à l'aube, mais le soleil refusait de se lever. Ils n'avaient donc plus de munitions. Il faisait froid, mais Luc avait enlevé son t-shirt dans le feu des combats. Des combattants talibans barbus et enturbanés franchissaient les murs du poste avancé. Des hommes hurlaient, partout autour de lui. Un homme arriva par-dessus le mur avec une hachette en métal. Luc lui tira dans le visage. L'homme tomba mort contre les sacs de sable. Maintenant, Luc avait la hachette. Il s'immisça entre les combattants qui entouraient Punch Martinez en donnant sauvagement des coups à gauche et à droite. Le sang gicla. Il les tailladait, les découpait. Martinez réapparut, debout, en train de donner ses coups de baïonnette. Luc enfonça la hachette dans le crâne d'un homme, mais trop profondément pour pouvoir l'en ressortir. Même avec toute l'adrénaline qui faisait rage dans son corps, il n'avait pas la force de l'en arracher. Il regarda Martinez. « Ça va ?» Martinez haussa les épaules. Il désigna les corps qui les entouraient. « Je peux te dire que j'allais mieux avant. » Il y avait un AK-47 au pied large de Luc. Il le souleva et vérifia le chargeur. Vide. Luc jeta l'AK-47 et sortit son arme de poing. Il tira dans la tranchée de qui grouillait d'ennemis. Une ligne d'ennemis courait vers lui. D'autres glissaient, tombaient et sautaient d'hommes par-dessus le mur. Où étaient ces hommes? Étaient-ils tous morts? Il tua l'homme le plus proche d'un coup de feu, au visage. La tête explosa comme une tomate cerise. Il saisit l'homme par sa tunique et s'en servit de bouclier. L'homme sans tête était léger, comme si le cadavre était constitué de vêtements vides. Il tua 4 hommes avec 4 coups de feu. Il continua à tirer. Alors, il se retrouva à court de balles. Encore. Un taliban chargea avec un AK-47, la baïonnette attachée. Luc poussa le cadavre contre lui, puis jeta son arme comme un tomahawk. Il rebondit sur la tête de l'homme, le distrayant pendant 1 seconde. Luc se servit de cette seconde. Il se rapprocha de son ennemi en glissant le long de la baïonnette. Il plongea profondément 2 doigts dans les yeux de l'homme, puis tira. L'homme hurla et leva les mains au visage. Maintenant, Luc avait l'AK. Il tua son ennemi avec la baïonnette de 2, 3, 4 coups profonds à la poitrine. L'homme expira tout contre le visage de Luc. Luc fouilla le corps de l'homme. Le cadavre tout frais avait une grenade dans sa poche de poitrine. Luc la prit, la dégoupilla et la jeta par-dessus le rempart, au milieu des hordes qui arrivaient. Il se jeta à plat ventre. Boum! L'explosion éclata juste à côté. Elle envoya voler de la terre, des pierres, du sang et des os. Le mur de sacs de sable s'effondra à moitié sur lui. Luc se releva comme il put. À présent, il était sourd
et avait les oreilles qui sifflaient. Il ouvrit le chargeur de l'AK, vide. Cependant, il avait encore la baïonnette. « Venez, bande de salauds !» cria-t-il. « Venez !» D'autres hommes arrivèrent par-dessus le mur et il les poignarda frénétiquement. Il les déchira à main nue. Il les abattit avec leurs propres armes. Un homme franchit ce qui restait du mur. Il n'était pas un homme, mais un garçon. Il n'avait pas de barbe. Il n'avait pas besoin de rasoir. Sa peau était lisse et sombre. Ses yeux marrons étaient ronds de terreur. Il serrait les mains contre la poitrine. Luc affronta cet enfant, qui avait peut-être 14 ans. D'autres arrivaient derrière lui. Il glissait et tombait de par-dessus la barrière. Le passage était encombré de cadavres. Pourquoi ses mains sont-elles comme ça? Luc savait pourquoi. C'était un kamikaze. « Grenade !» cria Luc, même s'il ne restait personne de vivant pour l'entendre. Il plongea en arrière et se réfugia sous un corps, puis sous un autre. Il y en avait tant qu'il rampa toujours plus, s'enfouissant toujours plus près du centre de la terre, plaçant une couverture d'hommes de mort entre lui et le garçon. Boum! Il entendit l'explosion, étouffé par les corps, et il sentit la vague de chaleur. Il entendit les hurlements de ceux qui allaient mourir. Soudain, une autre explosion arriva, puis une autre, et encore une autre. Luc perdait peu à peu conscience sous les secousses violentes. Il était peut-être touché. Il était peut-être mourant. Si c'était ça, la mort, ce n'était pas si terrible. Il ne ressentait aucune douleur. Il pensa à l'enfant, à cet adolescent maigre à la taille consistante comme un homme corpulent. Cet enfant avait porté un gilet de suicide. Il pensa à Rebecca, qui portait son enfant. L'obscurité l'emporta. À un moment ou à un autre, le soleil s'était levé, mais sans dégager de chaleur. D'une façon ou d'une autre, les combats avaient cessé, et il ne pouvait se souvenir quand ou comment. Le sol était accidenté et dur. Il y avait des cadavres partout. Des hommes maigres et barbus gisaient mansadi partout, les yeux écarquillés, le regard fixe. Luc. Il s'appelait Luc. Il était assis sur un tas de corps. Il s'était réveillé sous eux et il avait rampé de sous eux comme un serpent. Ils étaient empilés comme du bois de corde. Il n'aimait pas être assis sur eux, mais c'était commode. Le tas était assez haut pour lui donner une vue de la colline, au travers des restes du mur de sacs de sable, mais probablement assez bas pour que seul un très bon tireur d'élite puisse lui tirer dessus. Les talibans n'avaient là pas beaucoup de très bons tireurs d'élite. Ils en avaient, mais pas beaucoup, et la plupart des talibans des alentours semblaient être morts maintenant. Pas très loin, il en repéra un qui descendait la colline en rampant, laissant derrière lui une ligne de sang comme un escargot sa bave. Luc aurait vraiment dû sortir et tuer ce gars, mais il ne voulait pas s'aventurer dans un endroit dégagé. Luc regarda son propre corps. Il n'avait pas l'air en bonne forme. Sa poitrine était toute rouge. Il était trempé du sang d'homme mort. Son corps tremblait de faim et de fatigue. Il regardait fixement les montagnes environnantes qui devenaient visibles à mesure que le jour s'éclaircissait. C'était vraiment un beau jour. C'était un beau pays. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.